Stéphane Candler, fondateur et président de K-Challenge, la Sporttech qui veut à la fois remporter les plus grands trophées de voile international et aussi développer les technologies et les innovations qui permettront de décarboner la mobilité. Passionné de voile, entrepreneur évidemment prêt à relever des grands défis à tous les niveaux. Et ce qui me plaît énormément dans ces projets, c'est justement de rassembler des hommes et des femmes pour remporter des grandes batailles. Alors Orient Express, c'est notre nouveau nom et on est très fiers de porter les couleurs de cette magnifique marque emblématique. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de m'occuper de tout ce qui est commercial et gestion de ce projet, définir la stratégie globale et pour ça de détecter les gens qui pourront aussi trouver leur place dans ce magnifique challenge sportif d'un côté, humain de l'autre et aussi technologique. Donc je suis un peu le chef d'orchestre et puis après plus en charge à terre des opérations qui concernent les partenaires et la philosophie générale du projet. Alors K-Challenge, c'est une Sporttech. Sporttech, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser la compétition de haut niveau dans la voile pour développer des nouvelles technologies, des innovations qui vont décarboner la mobilité. C'est vraiment un de nos objectifs. Il faut savoir que dans une équipe sportive qui s'attaque à différents trophées sportifs que sont l'America's Cup ou CLGP ou plein d'autres navigations, on utilise des technologies extrêmement performantes et très innovantes. Depuis que les bateaux sont à foil, on a vraiment un environnement différent et qui fait que la voile aujourd'hui est pionnière dans bon nombre de sujets. Donc on va développer un bateau hydrogène, on utilise des logiciels spécifiques parfois qu'on retrouve dans l'industrie mais que l'on va adapter au monde de la voile qui consiste en fait à exploiter un environnement très aléatoire, de l'exploiter et de le maîtriser et d'avoir toujours une machine, le bateau qui marche à plus de 100% de sa capacité. Donc ça demande c'est un exercice assez difficile parce qu'il faut qu'on utilise des marins qui sont plusieurs sur un bateau. Alors souvent quand on parle de voile et d'America's Cup et de bateau à foil, c'est dire que c'est en gros une équipe de foot embarquée sur une Formule 1 qui joue aux échecs. C'est dire un petit peu la nature et la complexité de l'exercice. Et ce qui fait qu'on arrive à rassembler aussi bien des ingénieurs, des sportifs, des techniciens de très haut niveau et qui sont capables de résoudre des problèmes qu'on n'a pas l'habitude forcément de résoudre en si peu de temps. Et ça, c'est l'effet compétition, la compression du temps, qui fait qu'on a vraiment un exercice difficile à réussir. Et surtout, on est face à des concurrents très puissants, puisque on peut dire que c'est des batailles entre pays. Et donc, on espère que même quand on a terminé une campagne sportive, ce qu'il en ressort, ce sont justement des technologies qui vont s'appliquer à la vie de tous les jours, ou en tout cas à l'industrie. Alors, il est vrai que la compétition constitue un living lab, un démonstrateur. C'est vraiment une plateforme qui nous permet d'expérimenter des choses avec énormément de matières grises et de moyens financiers et technologiques pour tenter des expériences qui doivent marcher. Ça, c'est aussi l'impératif de la compétition, c'est qu'il faut que le bateau vole à la fin. Mais effectivement, un des exemples de technologies qu'on développe, ça va être la simulation numérique en temps réel, qui permet en fait d'avoir un jumeau numérique de son bateau et de l'univers dans lequel on évolue, pour essayer d'optimiser en fait le futur bateau qui naviguera. Donc on a les marins qui jouent comme dans un jeu vidéo, mais qui en fait sont à l'entraînement et qui vont voir aussi s'il n'y a pas des évolutions possibles à faire dans le bateau qu'on pourrait reporter dans la réalité. Si on ajoute à ça évidemment le bateau hydrogène, dans l'America's Cup, toutes les équipes devront avoir un bateau hydrogène haute vitesse qui est capable de naviguer à plus de 50 nœuds. Et donc ça va être un des grands challenges de l'équipe et de montrer en 2024
qu'on est capable d'avoir des bateaux hydrogène français, alors qu'il y a quelques mois, c'était même pas imaginable d'avoir ce type de bateau à haute vitesse et sur un programme bien spécifique. Et encore une fois, ces bateaux sont à foil, donc le foil c'est vraiment la révolution majeure de la voile. C'est là-dedans qu'on a vraiment eu un changement majeur et qu'on s'est rapproché finalement de la technologie aérospatiale, avec la difficulté supplémentaire d'avoir géré l'eau, dans lequel il y a un foil, donc une voile qui est dans l'eau, et à la fois la voile qui permet d'avoir une propulsion du bateau. Mais le bateau, il est dans l'eau au départ, et puis il décolle et il navigue. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement complexes à simuler. Et donc, dans ces technologies de simulation, on se rend compte que comme on résout des problèmes très complexes, on pense qu'on peut apporter des outils de ce genre pour d'autres industries comme l'automobile et l'aérospatiale. La voile est un sport, ou en tout cas un mode de transport, parce qu'on va parler de ça, qui est le plus ancien mode de transport sur la mer. J'allais dire, on a abandonné le transport à la voile et pour favoriser un transport plus économique, mais malheureusement très polluant. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un changement complet d'approche et on a une transition écologique à réaliser rapidement. Et le transport maritime, c'est 90% du transport de marchandises mondial. Et c'est effectivement le plus impactant en termes de pollution en tout genre. Et ce qui était acceptable il y a quelques années, pas si lointaines, ne le sera plus demain. Et aujourd'hui, il faut repenser complètement la conception des bateaux. Et les gens les ingénieurs, les marins, que ce soit dans la course au large, en équipage ou dans la compétition comme l'America's Cup, ont gardé cette notion de concevoir des bateaux en ayant un objectif de performance et d'optimisation lié à l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est pas juste un moteur avec une pédale d'accélérateur où il suffit d'augmenter sa vitesse de façon en consommant de l'énergie. Et finalement, on revient au cœur du jeu parce que un concepteur de cargo ou de porte-container, sa préoccupation, c'était pas d'avoir le bateau le plus optimal en termes d'hydrodynamique, voire d'aérodynamique. Et c'était pas un problème, il rajoutait un moteur plus gros et il allait plus vite. Je fais une petite caricature, mais or dans la voile en général, on est habitué à résoudre ce genre de problèmes. Les problèmes d'autonomie, d'énergie, parce que quand on est en pleine mer, autour du monde, on a ce genre de problématique. La voile, c'est faire optimiser sa route pour arriver quand même rapidement au port. Et finalement, on voit aujourd'hui beaucoup de projets divers et variés qui développent des solutions qui permettraient soit de diminuer la consommation d'énergie et d'énergie polluante, soit carrément de remplacer ces systèmes de propulsion. Et la simulation, c'est quelque chose qui permet de diminuer les coûts de développement des bateaux en général. Parce qu'on peut tester tout un tas de choses en virtuel avant de lancer la construction ou de même dessiner les bateaux. Et la simulation, c'est quelque chose qui se développe dans toute l'industrie. Et dans le bateau, comme je l'ai expliqué, c'est particulièrement complexe parce qu'il y a la mer, il y a les vents, les courants. Donc il y a énormément de facteurs qui font que si on veut aller vers une transition écologique du transport, on devra certainement concevoir des bateaux hybrides qui feront un peu d'hydrogène, un peu de voile, un peu d'aile rigide, de voile souple. Enfin, il y a tout un tas de réflexions, sauf que c'est très difficile d'évaluer la performance du bateau avec cette hybridation des propulsions. Donc aujourd'hui, vraiment, avec la simulation, on est capable de valider la performance d'un bateau dans sa globalité avec l'ensemble de ses paramètres. Et ça, c'est ce que nous, on fait régulièrement, les architectes navals, les coureurs et les équipes de voile.
Alors Bruno Dubois et moi, on se connaît depuis à peu près 25 ans. On a d'abord travaillé ensemble. Moi, je gérais des projets de voile de haut niveau. Bruno est venu me rencontrer en me proposant ses services de voilier. Voilà, il a été tout de suite force de proposition, nous a amené vraiment une approche différente du projet voile dans les projets de voile qu'on gérait jusque-là. Il a été impliqué, il était à bord, il a donné des conseils, on a fait des innovations et c'est comme ça qu'on s'est connus. On a pas mal navigué ensemble sur différents supports dans le monde entier, donc plutôt dans le milieu de la régate et de la course en équipage. Et j'allais dire, ensuite tous les projets voile que j'ai pu mener, que ce soit l'America's Cup, que ce soit le circuit TP52, que ce soit voilà, même le Louis Vuitton Trophy, on a toujours travaillé ensemble et parce que c'était voilà, le partenaire idéal. Bon, moi je me suis retiré quelques années du milieu de la voile pour des raisons familiales. J'ai repris, j'allais dire, notamment les domaines viticoles. Et on est toujours resté en contact. Et pendant ce temps-là, Bruno a aussi fait ses expériences dans la Volvo Ocean Race, dans l'America's Cup. Et voilà, il souhaitait aussi monter un projet dans l'America's Cup en particulier. Et puis s'occuper du circuit CLGP aussi. Et on s'est dit qu'à deux, on pourrait certainement voilà, joindre nos compétences et nos forces pour monter un projet français, un challenge français vraiment bien pensé, avec toutes les ressources dont on dispose en France qui sont absolument extraordinaires. Et on s'est dit qu'on avait maintenant la maturité pour mettre ça sur pied. Et voilà, on se respecte, on se suit depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est formidable d'avoir un associé sur des projets aussi importants que l'America's Cup parce que c'est des projets énormes sur des temps très courts. Et donc Bruno est vraiment plus en charge de la partie sportive et technique. Et moi, j'interviens plus sur voilà, la recherche de partenaires, la gestion des partenaires, l'aspect financier de l'équipe. Et on est très complémentaires. Et chacun à la bonne place. Et je pense que ce sera un atout formidable dans les années qui viennent d'avoir voilà, un management à deux têtes. Ça nous correspond bien et je suis persuadé qu'on voilà, on apporte quelque chose de nouveau aujourd'hui en termes de management de projet dans la voile et je pense que voilà, ce sera stratégiquement quelque chose de réussi. Je dirais que bon, Bruno est dans la voile depuis son plus jeune âge. Il a été skipper, il a été entrepreneur aussi, il a géré des projets voile notamment. Et donc il a une vision complète de l'ensemble du jeu. Et il est très connecté dans le milieu de la voile française, mais surtout de la voile anglo-saxonne. Hein. Dans l'America's Cup, pas se leurrer, c'est un milieu très anglo-saxon. Je suis un peu plus jeune que lui, donc j'ai pas eu la même carrière. J'ai aussi démarré dans la voile, j'ai aussi démarré avec des grands défis, des choses qu'on croyait impossibles. Et si j'allais dire, je me reconnais une qualité, c'est celle de relever des challenges parfois que les autres pensent impossibles. Et donc je pense qu'il y a un équilibre entre quelqu'un qui a énormément d'expérience et de vécu et qui n'a pas forcément été dans la lumière et qui a cette grande connaissance technique et surtout cette capacité à connaître énormément de monde, donc un gros réseau. Et puis, j'allais dire sur le plan, encore une fois, personnel, des qualités personnelles, on est différents aussi. Moi, j'ai tendance à aller vraiment de l'avant, parfois peut-être pas toujours à prendre, je sais pas à réfléchir, mais en tout cas à tenter des choses. Et Bruno est plus, voilà, peut-être plus rationnel parfois, et on est parfaitement complémentaires. Après, on s'entend bien sur les fondamentaux, comme on dit, de la gestion de l'entreprise. Et voilà, on se répartit les rôles. Et j'allais dire, c'est assez simple de travailler ensemble. Alors, l'America's Cup, c'est
En fait, c'est pour moi le summum de ce qu'on peut gagner dans la compétition, toute compétition confondue. Tout simplement parce que c'est l'événement et le trophée sportif le plus injuste qui soit, puisque celui qui gagne décide de tout. Donc il peut changer la forme du ballon, la forme du terrain, et il choisit le bateau, il a vraiment le pouvoir absolu. Et donc quand on est challenger, c'est-à-dire opposé au defender qui décide de tout, le challenger, pour gagner, il part avec un boulet au pied comparé à celui qui défend son trophée. Et donc on sait qu'il y a toujours, entre guillemets, des coups bas ou en tout cas des bâtons dans les roues qui sont mis par les defenders quand c'est la phase finale, mais c'est aussi les autres challengers, c'est-à-dire ceux qui veulent aussi avoir gagné leur place pour la finale. Donc pour faire une analogie, quand on est champion du monde, si on était champion du monde de foot, on choisirait les règles et le lieu de la prochaine édition. Et je pense que ça aujourd'hui c'est assez unique dans le sport. Souvent les gens pensent que c'est un handicap, et moi je trouve qu'aujourd'hui, dans les grands défis à relever, eh bien c'est passionnant. Donc il y a cette complexité, cette adversité qu'on doit vaincre dans l'absolu. C'est le plus vieux trophée sportif au monde aussi. Donc il y a toute une histoire, ça a traversé les siècles, ça a survécu aux guerres, aux crises, et à chaque fois on pense qu'elle va mourir, et puis finalement elle est toujours là. Donc ça c'est passionnant. Et puis après c'est un défi technologique qui est hors norme, et encore plus aujourd'hui où finalement on se rend compte que la voile a évolué il y a une dizaine d'années avec l'arrivée du foil. C'était déjà une idée d'Éric Tabarly, mais qui n'a jamais pu être diffusée à monsieur tout le monde. Il y a 10 ans, l'America's Cup a montré que le foil pouvait être une solution pérenne de déplacement dans l'eau, et tout d'un coup tout le monde s'est mis à faire du foil, le surf, le kite, les petits multicoques de loisirs, et maintenant tout le monde foil. Et quelque part, les anciens bateaux sont quasiment obsolètes. Toutes les séries qui ont duré 100 ans, voilà, qui n'avaient pas de foil, qui avaient juste un dériveur ou un quillard. Alors il y en aura toujours, mais cette révolution qu'elle est en train d'apporter, elle va dépasser même le cadre de l'America's Cup. Parce que la technologie qui est utilisée dans ces bateaux qui à la fois flottent et volent, c'est unique au monde, et ça redistribue complètement les cartes, et les ingénieurs et les marins se remettent complètement en question. Donc on a aussi un renouvellement de génération, l'arrivée de l'électronique de plus en plus importante dans les bateaux. On se rend compte, voilà, que comme dans les avions, on est, comme je dis, un avion de chasse qui vole à 30 cm au-dessus de l'eau, à des vitesses incroyables, et il faut battre son adversaire. Et je pense que ça aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à l'America's Cup. Elle a apporté le carbone, le Kevlar, les composites, les pièces métalliques en titane, et souvent avant même que les industriels ne l'utilisent. Et ça a été toujours un laboratoire technologique, et ça c'est fascinant. Et ensuite ce sont des projets à, on va dire, de l'ordre de 100 personnes. En 2 ou 3 ans, il faut monter une équipe, il faut construire un bateau, il faut le faire évoluer, et puis il faut gagner la régate dans une adversité totale. Donc moi, si on me pose la question, je suis passionné de sport en général. Bien sûr, je suis passionné en particulier de voile, mais l'America's Cup pour moi c'est le summum de ce qu'on peut gagner dans la vie sur le plan humain, parce que je pense pas qu'il y ait un événement, comme je l'ai dit, comme on dit en anglais aussi, unfair, inéquitable que celui-là. Et donc la satisfaction de gagner, elle est immense, parce qu'on sait qu'on est passé par des étapes extrêmement difficiles. Alors ramener l'America's Cup en France, comme je l'ai déjà dit, c'est un peu mon rêve de gamin. Je sais qu'il y a énormément d'étapes à passer. J'ai déjà fait 2 campagnes, c'est ma 3e, et je suis extrêmement déterminé cette fois-ci de revenir. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour remobiliser la France autour de ce challenge incroyable, qui est à la fois sportif, technologique et humain. On a aussi des nouveaux trophées comme la Youth et la Women's America's Cup. Et en fait, l'America's Cup est encore le symbole du changement de notre sport et de ce qu'il veut apporter, non pas sur le plan purement sportif,
mais aussi en termes sociétal, montrer la voie de la mixité, de la diversité. Et il y a peu de sports qui, je pense, en aussi peu de temps, ont réalisé leur révolution. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc moi, je suis très motivé par ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, ramener l'America's Cup en France, c'est tout à fait possible. Si les planètes continuent de s'aligner comme elles le font depuis maintenant presque 2 ans, je suis persuadé qu'on a les moyens de gagner cette coupe. On a des talents, on a tout ce qu'il faut en France en termes de technologie et de maîtrise des bateaux. Et on a une équipe de gens formidables qui voilà, sont tous alignés aussi pour gagner ce trophée et le ramener, puisque c'est effectivement une des particularités de cet événement. Quand on le gagne, on le ramène à la maison.